Alors que les États-Unis sont entrés en guerre commerciale avec le monde entier depuis le début du mois et avaient fait chuter le Bitcoin à moins de 75 000 $ il y a à peine 2 semaines, ce matin, le prix du Bitcoin a de nouveau dépassé les 94 000 $. Les ETF ont quant à eux accumulé presque 1 milliard de dollars de Bitcoin sur la seule journée d'hier. Que se passe-t-il? Sommes-nous en train de rater le train? Eh bien, je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 23 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Sinon, j'espère que la vidéo d'hier t'a plu. Si tu ne l'as pas vue, je t'incite vivement à aller la voir, elle est bourrée d'informations précieuses. J'y parle notamment d'une proposition de mise à jour sur Ethereum faite par Vitalik Buterin, une mise à jour qui pourrait totalement relancer son cycle haussier. J'en profite aussi pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble sur le marché qui est quasiment exclusivement vert aujourd'hui. Attention, ce ne sont pas des petits pourcentages et ce ne sont pas des pourcentages sur la semaine, ce sont des pourcentages sur la journée. On a du plus 24% sur SUI, du plus 19% sur Bonk, Bitcoin qui a pris presque 5%, Ethereum 11%. Alors les gars, c'est Noël aujourd'hui, hein, avec que des petites boules vertes. Et alors quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, on a fait un bond gigantesque en avant. On est passé de 38 dans la peur hier à 52 aujourd'hui. 52, c'est le milieu de la neutralité. C'est même au-dessus du milieu de la neutralité. Donc on a carrément franchi un palier dans la nuit. C'est incroyable, incroyable. Comme quoi le sentiment de marché peut changer en un clin d'œil. Mais alors pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi d'un coup on a pu avoir ce regain d'intérêt sur les crypto-monnaies et sur les marchés à risque? Je vais tout vous expliquer. Alors d'abord, on a la porte-parole du Maison Blanche qui nous indique que cette semaine, leur équipe commerciale doit rencontrer plus de 34 pays pour pouvoir justement signer des accords équitable entre les États-Unis et ces pays. Et après que les marchés aient connu l'incertitude justement par rapport à cette guerre des tarifs, le fait que la Maison-Blanche annonce ces négociations, ça rassure les marchés. D'ailleurs, c'est pas tout, les États-Unis sont carrément sur le point de signer un accord avec le Japon et l'Inde. Je vous le rappelle, ce sont deux pays qui commercent activement avec les États-Unis, notamment pour la conception d'appareils électroniques. Et donc le fait qu'ils signent un accord, ça leur permet d'éviter des tarifs massifs. On y voit un petit peu plus clair. Et même avec la Chine, où l'escalade des tensions ne s'arrêtait plus, je crois qu'en début de semaine, nous étions à 254% de tarifs, de taxes douanières. Là, on a la porte-parole de la Maison-Blanche qui est en train de dire que tout se passe bien dans les discussions avec la Chine et qui sont toujours en discussion pour un potentiel deal commercial entre les deux pays. Et en fait, c'était surtout ce pays-là qui était le plus intéressant pour le monde entier. Quand on a les deux plus grosses puissances économiques mondiales qui s'affrontent, forcément, tout le monde tremble. Et là, vraisemblablement, aussi rapidement qu'on change de chemise, ils sont sur le point de signer un deal. Et alors, après avoir traité Jérôme Powell de tous les noms, après avoir menacé de le virer, là, hier, en interview, il dit carrément que je n'ai pas l'intention de le licencier, j'aimerais qu'il soit un peu plus actif en ce qui concerne son idée de baisser les taux d'intérêt. Trump, c'est vraiment une girouette, quoi. Il fait vraiment peur à tout le monde et puis finalement, non, j'ai jamais dit ça. Il essaie même pas de nous faire croire que c'était une blague, non. Il change juste d'avis comme de chemise. En parallèle de ça, on a Paul Atkins, le nouveau chairman de la SEC. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France, c'est la Security Exchange Commission, qui a enfin pris ses fonctions. Donc il affirme que nous travaillerons pour faire en sorte que les États-Unis soient le meilleur et le plus sûr endroit au monde pour investir et faire des affaires. Alors tout ça, évidemment, ça a contribué à rassurer les marchés, même si, je vous le cache pas, c'est surtout le deal qui est en train d'être signé avec la Chine qui fait qu'aujourd'hui, les marchés financiers et la crypto se portent le mieux. Et alors du coup, qu'est-ce que ça a occasionné? Cette hausse du Bitcoin, on a le Bitcoin qui a dépassé la valeur totale de l'argent. L'argent, le métal précieux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le Bitcoin représente à lui tout seul 1,86 trilliards de dollars, alors que l'argent, lui, en représente 1,84. Et juste devant, on a Google à 1,92. On n'est pas très loin. Amazon 1,97. Il n'y a que peut-être Nvidia, Microsoft et Apple qui sont encore un petit peu loin, mais qui aurait imaginé, il y a quelques années, que Bitcoin dépasse aujourd'hui des capitalisations aussi énormes? On est devant Facebook, les gars. Ah, c'est incroyable ce qui se passe pour Bitcoin. Et alors, pour vous expliquer un petit peu la hausse du Bitcoin d'hier, il faut que je vous explique deux concepts. Premier, c'est l'open interest. L'open interest, c'est l'intérêt ouvert que les traders spéculatifs ont pour un actif. Là, par exemple, on est en train de regarder l'intérêt ouvert pour le Bitcoin avec des bougies qui représentent chacune 1 heure. Et donc, si on regarde par là, on est sur la journée d'hier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus le prix du Bitcoin est en train de monter, plus l'intérêt ouvert est également en train de monter. C'est-à-dire que plus il y a des traders qui rentrent en position. Alors, des traders qui parient à la hausse ou à la baisse. L'intérêt ouvert agrège en réalité toutes ces données et va donner une taille totale de position. Au total, aujourd'hui, il y a 28 milliards de dollars qui sont engagés sur des positions en long ou en short, donc à la hausse ou à la baisse sur le Bitcoin. Et ça ne nous dit pas si ce sont des positions à la hausse ou à la baisse, malheureusement. Par contre, on peut coupler ça avec d'autres informations, notamment ce qu'on appelle les fundings. Alors les funding rates, ce sont des frais périodiques payés entre les traders sur les marchés de contrats à terme futurs perpétuels. On en trouve sur tous les exchanges. Binance, Bybit, BitGet. Dès qu'on trade, on est soumis à ce type de frais tous les X temps.
Alors sur Bybit, par exemple, c'est toutes les 8 heures. Mais alors pourquoi ils existent ces frais? En fait, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, contrairement aux futurs classiques. Les funding rates permettent de maintenir le prix du contrat, le contrat perpétuel, proche du prix spot du Bitcoin. Donc proche du prix réel sur le marché. Parce qu'en fait, quand on trade le Bitcoin en perpétuel, le prix, il est répliqué. Ce sont des contrats qu'on passe avec la plateforme. On n'est pas en train de détenir du Bitcoin, on est en train de parier à la hausse ou à la baisse. Et on parie avec du dollar numérique, de l'USDT. C'est un peu compliqué comme ça, mais accrochez-vous, vous allez comprendre. Si le marché est haussier, c'est-à-dire que plus de traders parient à la hausse, donc plus de traders ouvrent des longues, et bien plus le prix des contrats perpétuels sur le Bitcoin aura tendance à diverger du prix réel. Et il va diverger à la hausse. Si par exemple sur le contrat perpétuel, le Bitcoin vaut 94 000 $, sur le marché spot, le marché réel, il est possible qu'il vaille que 93 980 $. Et donc, pour réajuster cette petite différence, le funding rate rentre en place. Et donc, les parieurs à la hausse, ceux qui sont en gain et qui ont tendance à pousser le prix à la hausse, eh ben, ils vont payer des frais, ceux qui parient à la baisse. Les fundings sont alors positifs. Si le marché est baissier, c'est-à-dire que plus de traders parient à la baisse, c'est l'inverse. Les shorts payent les longues. Le funding rate est négatif. Et ces paiements se font généralement toutes les 8 heures. Ça dépend des plateformes. Alors c'est un très bon indicateur de sentiment parce qu'un funding rate positif élevé signale un marché très haussier. Risque de surchauffe. Funding rate négatif indique un sentiment baissier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? On voit que durant la hausse, au début, cette hausse était soutenue par des parieurs à la hausse. C'est-à-dire plus les gens parient à la hausse, plus ça monte, c'est logique. En revanche, arrivé à 88 000 $, qui correspond à la zone de liquidité et de liquidation dont je vous parle depuis plusieurs semaines, on a cette fois-ci les fundings qui sont devenus négatifs. C'est-à-dire que il y avait plus de traders à la baisse qu'à la hausse. Mais alors, comment le prix peut-il monter alors que des fundings sont négatifs? C'est-à-dire que les gens sont en train de parier à la baisse. Donc en théorie, le prix devrait baisser. Et ben on revient sur l'open interest et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur cette grosse mèche haussière, on a un open interest qui s'est fait laver, donc qui a drastiquement baissé. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire si l'open interest baisse? Ça veut dire qu'il y a moins de positions ouvertes. Et pourquoi il y a moins de positions ouvertes? Eh bien parce que le prix est monté brutalement, qu'il y avait beaucoup de personnes en pari à la baisse. Comme on a vu ici, les fundings étaient négatifs. Toutes ces personnes-là se sont fait liquider sur cette mèche-là. Sur cette mèche-là, du coup, on a le nombre de positions qui a drastiquement baissé. Et donc tout ça, c'est un deuxième effet qui se coule. Pourquoi? Parce que une position à la baisse qui se fait clôturer, donc un short qui se fait clôturer, une vente qui se fait clôturer, il y a plusieurs noms en fait. On peut appeler ça pari à la baisse, on peut appeler ça un short, on peut appeler ça une vente. Et bien le contraire d'une vente, la clôture d'une vente, c'est un achat. Je vous ai expliqué ça en détail dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets un petit lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller la voir, elle est pleine d'infos. Donc je vous disais, deuxième effet qui se coule, les shorts qui sont liquidés, ça fait des positions à l'achat, cascade de liquidation, exactement ce dont je vous parlais hier, et le prix est poussé à la hausse. Et je termine les news par le fait que sur la seule journée d'hier, on a quasiment 1 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, précisément 912,7 millions. On a même eu 38,8 millions d'inflows sur les ETF Ethereum, qui pousse à un total depuis le début de la semaine de 1,3 milliard de dollars sur les ETF Bitcoin et 13,4 millions de dollars sur les ETF Ethereum. On voit enfin du vert et ça fait plaisir, puisque vous savez, derrière les ETF, ça a beau être des ETF, donc on peut penser que ce sont des institutionnels, mais en réalité, derrière ce sont des retail comme vous et moi, des gens qui n'ont pas forcément d'affinité avec le milieu de la crypto, qui ne savent pas comment en acheter et qui trouvent ça plus simple de passer par leur broker habituel, celui qui leur vend des actions, qui leur vend des indices. Maintenant, il suffit d'aller sur Boursorama, d'acheter de l'ETF Bitcoin et le tour est joué. Alors si tu fais partie de ces gens-là qui ont du mal encore à appréhender l'écosystème crypto et savoir comment acheter tes premières cryptos, sache que je suis en train de tourner une vidéo dédiée à ce sujet. J'expliquerai pas à pas toutes les étapes pour pouvoir acheter ses premières crypto-monnaies. Évidemment, j'expliquerai pourquoi c'est intéressant, comment on les achète, qu'est-ce qu'on fait avec après, comment on répartit. Tout ça, c'est dans une vidéo à venir. Et c'était tout pour les news. On passe tout de suite au calendrier économique. Et aujourd'hui, on avait le PMI manufacturier, le PMI service, la vente de logements neufs et les stocks de pétrole brut. Comme je vous l'ai dit, ce sont pas des chiffres qui bougent beaucoup les marchés. Mais depuis le début de la semaine, la volatilité est revenue quoi qu'il arrive. Si vous tradez, faites attention à vous. Et on passe tout de suite à la liquidation heatmap, à ne pas confondre avec la liquidations heatmap, puisque celle-là, en fait, elle va juste nous montrer le total des positions qui se sont fait liquider sur les dernières 24 heures. Vous voyez là, par exemple, on voit que sur les dernières 24 heures, il y a 320 millions de dollars qui se sont fait liquider sur le Bitcoin. Et pourquoi c'est rouge? Parce que ce sont des positions en short. Donc si des positions en short se sont fait liquider, donc en short, je rappelle, c'est des paris à la baisse, et ben ça veut dire que le prix est monté.
Donc plus ce tableau est rouge, plus c'est bon pour nos bagues. Et là cette fois-ci on passe sur effectivement la Liquidations Heatmap qui là va nous montrer les niveaux sur lesquels des positions vont se faire liquider. Là, cette fois-ci, je l'ai mis sur 3 mois, puisqu'on atteint aujourd'hui des niveaux qui datent d'il y a presque 3 mois. Bon, j'exagère, on va plutôt dire 2 mois. La dernière fois qu'on a atteint 94 000 $, c'était effectivement début mars. Mais alors franchement, ça fait plaisir. Hier, je m'attendais à ce qu'on se fasse rejeter. C'était la 3e fois qu'on touchait ce niveau, et là, on l'a carrément traversé, quoi. Et il s'est passé exactement ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. On a eu une cascade de liquidation. Une belle grosse mèche qui a tout traversé et qui n'a même pas retracé derrière. Non, on a continué à la hausse. Et aujourd'hui, on se trouve très proche des montagnes de liquidation sur les 100 000 $. Alors évidemment, on devient tout de suite plus optimiste. Mais il faut rester pragmatique et regarder l'analyse technique. Quand on regarde le Bitcoin en daily, c'est-à-dire que chaque bougie vaut une journée, on voit que effectivement, hier, on a traversé toute la zone sans effort, sans rejet. Finalement, mon scénario est complètement invalidé. Enfin, pas complètement, puisque c'était un scénario haussier, mais je m'attendais quand même à ce qu'on trouve un petit peu de résistance. Ben, absolument pas. Les marchés ont repris confiance, et avec eux, les investisseurs, donc les prix des actifs, que ce soit le Bitcoin, le SP500, ou encore le Nasdaq, on a tous les actifs à risque qui sont en train de monter. Et même Ethereum, regardez-moi ça. On est passé d'hier à 1542 $ à plus de 1800 $ ce matin. Ça fait une hausse de presque 19% en moins d'une journée. C'est incroyable. Alors ça y est, on a break enfin la première ligne de tendance baissière. On espère pouvoir réintégrer le range. Vous voyez, on était dans une sorte de triangle là qu'on avait cassé par le bas. On espère très prochainement pouvoir le réintégrer, dépasser cette zone de support qui maintenant est devenue une zone de résistance. Là, malheureusement, ça va pas être facile. Quoique, on ne sait pas, hein, on verra. Peut-être qu'Ethereum nous réserve des surprises. C'est vrai que là, clairement, on est sorti du range. L'idée maintenant, ce serait de pouvoir consolider pour partir au-dessus. Et comme vous le voyez, même le ratio Ethereum-Bitcoin est en train de prendre des couleurs. Puisque quand Ethereum prenait presque 20% hier, le Bitcoin, lui, prenait 10%. D'où un petit sursaut du ratio Ethereum-Bitcoin. Alors, comme vous le voyez, on est toujours dans la tendance baissière. Là, je vous rappelle, ce sont des bougies daily, donc chaque bougie représente une journée. Pour l'instant, on est encore loin de casser cette tendance. Quand même le rappeler, le Bitcoin, là, au moment où je vous parle, vaut 93 000 $, alors que l'Ethereum vaut seulement 1800 $. Quand le Bitcoin dépassait les 90 000 $ au mois de novembre, l'Ethereum s'est changé à plus de 3600 $. Hein. Donc bon, le ratio se porte un peu mieux, mais c'est quand même encore ridicule pour l'instant. Et on termine par la Bitcoin dominance, où on voit qu'elle a amorcé une petite chute pour l'instant, qui est très timide. Hein. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, les altcoins sont en train de surperformer le Bitcoin. C'est pas encore flagrant pour l'instant, hein, évidemment, et en tout cas, pas suffisant pour que ça baisse drastiquement. Vous savez, cette dominance est tellement en train de monter que la moindre bougie bleue, enfin bleu sur mon graphique mais rouge en réalité, eh ben on s'en réjouit. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!